Ah, la réalité virtuelle. Comment échapper à cette technologie si populaire? On l'a clairement vu fleurir partout sur YouTube au travers du jeu vidéo ces dernières années. J'ai eu la chance d'y jouer avec une amie qui vit à près de 400 km de moi. Et pourtant, en voyant son avatar en face de moi, en ayant le son spatialisé, j'avais l'impression d'être dans la même pièce. Est-ce que ça vous dirait de créer notre propre jeu de réalité virtuelle, ou VR comme on l'abrège souvent? Et surtout, que je vous montre comment tout ça fonctionne? Allez, je vous emmène avec moi, et c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit jeu. Je sais pas, un truc où on pourrait vraiment se défouler. Pourquoi pas se mettre dans la peau d'un ninja, avec un ninjato, cette sorte de petit katana, et aller trancher des fruits en réalité virtuelle. Pour ce projet, il va donc bien sûr me falloir un casque VR. Ici, je vais utiliser le très populaire HTC Vive. Mais il en existe bien d'autres sur le marché. L'Oculus Quest pour les casques autonomes, c'est-à-dire qui fonctionnent sans les brancher à un PC directement, ou même le PSVR par exemple pour les consoles. Et croyez-moi, en VR, l'immersion est vraiment là. Même s'il faut littéralement le voir pour le croire. Des études ont par exemple été réalisées sur des rats, en particulier sur les cellules qui se trouvent dans notre cerveau au niveau de l'hippocampe. Ce sont en fait des neurones liés à la représentation mentale de notre espace, de notre environnement. Quand on plongeait ces mêmes rats dans la VR, ces neurones restaient bien activés, même si leur activité était réduite, ce qui montre qu'en fait l'immersion en VR marche vraiment, mais ça reste perfectible. Allez, rentrons dans le vif du sujet, il va falloir déjà un moteur de jeu. C'est un programme en fait qui va gérer tout le jeu, des interactions avec le joueur, au gameplay, jusqu'à l'affichage, le son, etc. Ici, j'ai utilisé Unity, qui vient avec beaucoup d'outils déjà clés en main. Parce que les jeux vidéo et nos ordinateurs sont devenus tellement complexes que créer tout à partir de zéro à la main, ça serait un peu de la folie. C'est pour ça que les entreprises du jeu vidéo utilisent ces moteurs qu'ils créent eux-mêmes ou qu'ils améliorent au fil des années. Je commence donc par connecter mon casque à mon PC. Je crée ensuite un environnement vide et j'importe tous les outils pour la VR. Et enfin, je crée aussi une caméra virtuelle. C'est d'ici en fait que l'image va être générée. Vous voyez ça comme une sorte d'élément qui remplace nos yeux et qui définit ce que nous sommes en train de regarder. Et c'est prêt. L'ordinateur génère déjà une image stéréoscopique de ce genre pour mon casque. D'ailleurs, même sans casque, vous pouvez avoir une idée de ce que je vois. Il faut arriver à loucher pour se faire superposer les deux images au milieu. Je vous laisse me dire en commentaire si vous arrivez à faire ça. Bon, il existe vraiment tout type de casque VR, du plus sophistiqué, comme celui-ci, ou au plus simple, comme le cardboard. Cardboard, en anglais, ça veut dire carton. Ce qui est intéressant avec ce casque proposé par Google, c'est qu'il est très simple, et donc il permet vraiment de comprendre comment tout ça fonctionne. Il utilise en fait des lentilles pour focaliser l'image et un smartphone à la fois pour son écran et pour ses capteurs qui permettent de savoir où on regarde autour de nous. En fait, on parle de 3 degrés de liberté puisqu'on peut tourner la tête autour de 3 axes. Mais là où le cardboard est juste capable de savoir où je regarde, le HTC Vive, lui, est capable de savoir où je suis dans l'espace. Même chose pour mes manettes, évidemment, et comme il sait où je suis dans l'espace en plus de la rotation, on parle cette fois de 6 degrés de liberté. Et la manière dont tout ça fonctionne est super intéressante. Quand je vous ai montré mon casque, je vous ai caché quelque chose. Ce sont ces petites stations de base que j'ai placées autour de moi. Ce sont en fait des émetteurs, et je dis bien des émetteurs, pas des caméras. Ils ne font qu'émettre des infrarouges hors du spectre de la lumière visible. Et si vous regardez mon casque et mes manettes, ces petits trous là partout devraient vous sauter aux yeux. Ce sont tout simplement des capteurs infrarouges. Les stations de base émettent en fait un flash de synchronisation, puis balayent l'espace avec de la lumière horizontalement, puis verticalement. En sachant combien de temps chaque capteur a mis avant de recevoir le faisceau de lumière, on peut déterminer leur position verticale et horizontale. En utilisant les données de tous ces capteurs, on peut trianguler l'orientation et la position du casque et des manettes. Le tout 60 fois par seconde et avec une précision inférieure au millimètre. Il existe également d'autres méthodes, par exemple avec certains casques qui filment leur environnement avec des caméras directement placées sur ce casque. On parle cette fois de suivi intérieur-extérieur. Bref, Unity me permet de récupérer directement les données de tracking, donc on va utiliser ça. Je vais d'abord bouger la caméra en fonction des mouvements de ma tête, ce qui va me permettre de pouvoir regarder l'environnement autour de moi. Et pour visualiser mes bras, je vais créer 2 petits cubes que j'allonge. Je vais ensuite définir leur position et leur rotation en fonction des données de tracking de mes manettes. Et voilà, vous pouvez voir mes 2 petits bras bouger. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans Minecraft en fait. Je vous parlais donc de moteur de jeu, mais en plus de l'affichage et du tracking, Unity propose de nombreuses autres technologies. La gestion du son, le post-processing pour ajouter des effets visuels, parfois de l'intelligence artificielle, du traitement d'image. Et surtout, ce qui va m'intéresser ici, un moteur pour simuler la physique. C'est-à-dire le mouvement des objets, leur inertie, leur interaction lorsqu'on les touche. Par exemple, je vais créer une balle, une simple sphère, puis je vais lui donner un mesh, une grille qui va représenter sa forme mais en version simplifiée. En fait, calculer toutes les interactions physiques comme ça de façon très détaillée demanderait bien trop de puissance de calcul. Donc on utilise souvent une version simplifiée du monde. C'est toujours comme ça, sauf que en tant que joueur, vous le voyez simplement pas.
Il ne me reste plus qu'à inclure la balle dans la physique du jeu et à lui dire de subir la gravité. Voilà, elle peut tomber, elle a maintenant des collisions et je peux interagir avec en la poussant. Oh non! Mine de rien, la production d'un jeu vidéo fait appel à beaucoup de métiers. Il faut des designers pour les personnages, pour l'environnement ou les niveaux. Il faut aussi des UI ou UX designers pour l'interface. Mais il y a aussi beaucoup de monde pour créer les modèles 3D du jeu, pour leur donner des formes, les texturer ou même les animer. Mention spéciale aux gros jeux vidéo qui font appel à de la capture de mouvement avec de vrais acteurs pour créer les animations des personnages. Je trouve ça fabuleux. Bref, jouer avec des babales et des cubes, c'est fun. Mais il est quand même temps de rendre le jeu un petit peu plus joli. Je vais par exemple importer un modèle de katana. Là, c'est juste une forme, il faut encore que je lui donne une texture. Et enfin, j'ai profité d'un système qu'on retrouve beaucoup en programmation et qu'on appelle héritage. Ma main est le parent, et les mouvements qu'elle fait vont être copiés par ses enfants. Ici, le katana. Donc si j'oriente le katana correctement, je peux maintenant bouger mon bras et l'arme reste bien en main. J'ai aussi importé des modèles de fruits. J'en ai préparé à chaque fois 2 versions. Un avec le fruit en entier, et un fait de 2 moitiés séparées. Comme ça, quand on tranchera le fruit, j'aurai juste à intervertir les 2 versions, ni vu ni connu. Jusqu'à maintenant, vous remarquerez que je n'ai pas eu besoin de coder du tout. J'ai eu simplement besoin de paramétrer, de configurer tous mes éléments. Malheureusement, pour le reste du projet, je pourrais pas y couper. Haha. Mais je vais devoir écrire quelques lignes de code seulement. Je vais d'abord ajouter un mesh sur la pomme et sur la lame de mon katana. Comme ça, je pourrais savoir dans mon code quand est-ce que les deux se touchent et que je dois couper la pomme en 2. Je fais alors apparaître les 2 moitiés de la pomme et je supprime la version entière. Je vais ensuite faire un peu de maths pour orienter tout ça dans la bonne direction, celle selon laquelle on coupe le fruit. C'est pas le plus facile, mais ça devrait rendre le tout un peu plus réaliste. Allez, testons tout ça. Et enfin, il ne me reste plus qu'à créer des spawners à pommes. En gros, des objets invisibles d'où les pommes vont apparaître. Il suffit que cet objet crée des pommes aléatoirement, dit qu'il va créer des instances auxquelles je vais donner une direction et une vitesse initiale aléatoire. Voilà, ça fonctionne et il pleut des pommes. Ce que je fais là, ça s'appelle de la programmation orientée objet. J'ai pas créé une pomme, j'ai créé un objet général, un fruit avec un certain comportement. Et maintenant, je peux réutiliser cet objet avec n'importe quoi. Dernier détail, il me reste plus qu'à importer d'autres modèles 3D pour créer un décor quand même un peu plus sympa. Toutes ces ressources là qu'on utilise, que ce soit des sons, des images, des modèles 3D, on appelle ça des assets. Il en existe comme ça des centaines à disposition. Ici, j'ai décidé de partir sur un petit village dans lequel on serait au milieu en train de recevoir les différents fruits de différentes directions. J'importe tous les modèles et je place ça dans notre scène. Il me reste juste à ajuster un petit peu les éléments pour les placer correctement individuellement. Et voilà, ça y est, on a fini. Ah, le jeu vidéo est vraiment un monde fou. On est passé d'une époque où tout était fait à la main, où même les niveaux des jeux étaient dessinés sur du papier, à maintenant des moteurs super complexes comme celui-ci, à des jeux faisant appel à des chefs d'orchestre pour leur bande-son et des équipes de centaines de personnes pour leur création. Mais même quelqu'un, dans sa chambre comme ça, peut maintenant prendre les outils en main et faire des jeux indépendants. Allez, je crois qu'il est temps de tester le nôtre. Ok, on est parti. Oh, c'est vraiment cool, c'est vraiment hyper immersif, les fruits sont géants, mais ça donne un côté comme ça, hyper visuel. Et le fait d'être dans notre petit village comme ça, c'est excellent. C'est pas si facile, mais au moins le rendu est hyper immersif. J'adore bricoler et devoir composer comme ça avec des limitations. Le smartphone que vous utilisez dans votre cardboard n'est pas assez puissant pour avoir des graphismes photoréalistes. Peu importe, utilisez par exemple le cel shading, une méthode qui consiste à colorer simplement des parties des personnages plutôt que d'utiliser des textures. Mais au moins, ça donne une direction artistique assumée. On met en retrait les gros chiffres de nos caractéristiques techniques pour se concentrer sur le gameplay et laisser plus de place à la créativité. Car le plus important pour la réalité virtuelle, c'est que ça reste avant tout une belle expérience que je vous souhaite vraiment de tester. C'était Akanir, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre String Theory sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, si vous avez la chance d'avoir un casque VR et que vous voulez tenter l'expérience, je vous laisse le jeu qu'on vient de réaliser en téléchargement libre dans la description. Allez, amusez-vous bien.